Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Bienvenue dans votre émission consacrée à l'actu de l'AS Saint-Étienne. Retour de la 21e journée de Ligue 2 contre l'US Boulogne. En vérité, non, pas vraiment, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment à l'AS Saint-Étienne que cette rencontre, elle est finalement assez anecdotique. Oui, c'était le dernier match d'Éric Orneland. Entre-temps, Philippe Montagnier, le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne, a fait son apparition et nous vivons a priori les dernières heures du mercato puisqu'il se termine à 20h. Pour en parler, Jérémy Marelli est avec nous. Bonsoir. Salut Martin, bonsoir à tous. Merci également à Envers et contre tous d'être là au grand complet. Joris Sabi qui revient de vacances. Salut Joris. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Très bonnes vacances, vous avez suivi un petit peu vacances l'actu excellentes. de l'AS Saint-Étienne. Je reviens, j'espère qu'Éric Orneland me fera le plaisir de sa présence, parce que je ne l'ai pas vu ce matin, j'étais un peu inquiet. Non, vous inquiétez pas, on vous expliquera. Ouais, vous m'expliquez parce que j'ai pas tout suivi. Paul Rivolier d'Envers et contre tous. Salut Paul. Salut les gars, bonsoir à toutes et à tous. On est ensemble pendant une heure ici Saint-Étienne-Loire sur YouTube pour 100% synthé, également à la radio bien sûr. Vous écoutez votre radio d'Actu des Verts. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. On vit vraiment des heures complètement folles à l'AS Saint-Étienne. Un nouvel entraîneur a pu s'exprimer plus tôt dans la journée. On lui a notamment posé, messieurs, vous qui étiez à cette conférence, la question de pourquoi venir à l'AS Saint-Étienne. Voici ces mots. Je dirais qu'il y a eu 3 raisons. La première, vous savez que pour moi, comme pas mal de gens de ma génération, le club de cœur, c'est pas Paris, c'est pas Marseille, mais c'est Saint-Étienne. J'ai eu la chance de porter ce maillot-là, même à la fin de ma carrière, mais ça a beaucoup de signification pour moi. La deuxième raison, c'est un club ambitieux, mais qui a aussi les moyens de ses ambitions. On sait que notre propriétaire investit beaucoup dans les infrastructures sportives, dans l'organisation sportive. Donc c'est un club qui a des ambitions et ses moyens. Et aussi, je pense que c'est un effectif qui a un potentiel, qui a du talent, même si je sais que le talent seul ne suffit pas, qu'il faut travailler dur. Donc c'est les 3 raisons où j'ai pas du tout hésité à rejoindre Saint-Étienne. 3 raisons qui ont poussé Philippe Montagnier à rejoindre l'AS Saint-Étienne. Messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première demi-heure de contact, d'échange avec ce nouvel entraîneur, Jérémy ? L'enthousiasme de Philippe Montagnier, déjà, qui nous le dit, qui nous le répète, il n'a pas hésité une seule seconde quand le projet stéphanois s'est présenté à lui il y a quelques jours. Lui qui était en partance pour des vacances en Australie, il a fait demi-tour alors qu'il était prêt à prendre son avion pour revenir ici et pour s'installer à Saint-Étienne. Beaucoup d'enthousiasme, de la volonté pour cette mission commando. C'est comme ça qu'il l'a décrit, donc Philippe Montagnier. C'est quelques mois, dans un premier temps, qu'il va passer à Saint-Étienne avec un seul et unique objectif, celui de remonter en Ligue 1, mission commando du très très court terme avec une équipe et un potentiel dans lequel il croit, dur comme fer. Philippe Montagnier, un potentiel offensif, il nous l'a dit, potentiel défensif à développer également. Ce sera sa priorité de trouver un équilibre défensif plus important à l'AS Saint-Étienne. Mais ouais, beaucoup d'enthousiasme en tout cas dans ses premiers mots pour Philippe Montagnier. De l'enthousiasme avec ce mot de potentiel qui revient. Autre mot qui revenait, Paul, celui de travail, celui de l'humilité. C'est ça que vous avez retenu, vous ? Oui, alors ces mots de travail et d'humilité, ils sont dits, je pense, par 100% de tous les coachs qui arrivent à l'AS Saint-Étienne. Donc je me suis pas trop attardé là-dessus personnellement. J'ai bien aimé cette première avec le coach Montagnier qui était dans le bon ton du début à la fin, avec une petite pointe d'humour qui a fait du bien à tout le monde, parce qu'on a senti, notamment au niveau du premier rang, qui était occupé par le board stéphanois, que c'était un peu la soupe à la grimace. Non, il est arrivé, je trouve, avec les bons éléments de langage, avec de l'humour, comme quelqu'un qui finalement a quitté ce métier il y a 3 ans, mais qui se refamiliarisait petit à petit, au fur et à mesure des minutes, avec l'exercice de la conférence de presse. Et là, moi, il m'a fait beaucoup rire, c'est quand il s'est retourné vers Us Family en disant « I'm good ». It's okay, I'm good. Et Us Family qui le regarde en disant I hope, j'espère. Et moi là, je vous avoue que ce petit échange avec Us Family m'a énormément fait sourire en conférence de presse. Une petite blague sur les premiers mots qu'il aurait dit à la direction stéphanoise pour les convaincre de le recruter. Philippe Montagnier nous assure avoir dit à la direction stéphanoise que son objectif c'était le maintien en venant à Saint-Étienne. Mais le maintien dans les 2 premières places de la Ligue 2. Très bien.
très très bien. Effectivement. Joris, vous qui n'avez pas forcément suivi ce départ d'Éric Orneland, l'arrivée de Philippe Montagnier. Vous n'avez absolument rien suivi depuis des mois. Vous êtes un piètre journaliste. Je tiens quand même à féliciter Joris Sabi qui, à chaque fois qu'il pose une semaine de vacances, un coach de l'AS Saint-Etienne quitte le Forêt. Il faut se poser des questions sur les liens qu'il y a entre les départs d'entraîneurs et mes vacances. Comment avez-vous justement ressenti cette situation en l'ayant vécu de loin, vous ? Ouais, de loin. Bon, après, j'ai continué de suivre l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Le dernier match que j'ai couvert, c'était face à Reims et on parlait déjà d'un départ d'Éric Orneland. J'ai trouvé ça assez curieux, la façon de faire. Je pense que c'était aussi le temps de convaincre un autre entraîneur et pas l'envoyer au feu tout de suite avec un match contre Boulogne. Mais c'est vrai que diriger un dernier match pour Éric Orneland en sachant pertinemment que c'était son dernier, avec le recul, c'était peut-être pas forcément une bonne décision. On a eu un peu l'impression qu'on jetait ce match par la fenêtre et le résultat en tout cas le montre. Après voilà, j'ai apprécié aussi la première conférence de presse de Philippe Montagnier. On l'a senti détendu et je pense que ça sera important. Ça m'a fait un peu penser à l'arrivée d'Olivier Dalloglio. On sent un entraîneur qui n'est pas marqué par ce qui s'est passé à l'AS Saint-Etienne et ça comptera. Parce que pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs au sein du club qui eux sont marqués. On l'a vu ce week-end, l'occasion manquée par exemple par Lucas Tassin, on voit un joueur qui est totalement marqué et qui est au fond du trou mentalement, et je pense qu'apporter un peu de fraîcheur, ça va tout changer du côté de l'AS Saint-Etienne et ça c'est un gros point positif. Jérémy. Ouais, elle est positive cette fraîcheur, mais elle est perturbante aussi, je trouve, par rapport aux dernières heures qu'on a vécues à l'AS Saint-Etienne, en moins de 48 heures. Table rase. On passe d'une image où on a un entraîneur, Éric Orneland, la dernière fois qu'on l'a vu, donc à Saint-Etienne, c'est quitter Geoffroy Guichard, entouré de CRS pour quitter la pelouse. Et moins de 48 heures après, on a un entraîneur plein d'optimisme, comme ça, qui arrive. C'est aussi le message qu'il veut faire passer. Philippe Montagnier, il n'a pas été impacté par les dernières prestations, les dernières semaines à Saint-Étienne. Il arrive avec son optimisme qu'il veut transmettre aux joueurs. Mais oui, toute la gestion de ces dernières heures à Saint-Etienne est très très particulière. Et quelles conséquences jusqu'en fin de saison, ça, bien malin qui peut le dire à l'heure actuelle. Alors justement, on va parler, messieurs, si vous le voulez bien, dans quelques instants, de cette philosophie qui ne semble pas forcément en adéquation avec ce nouvel entraîneur, plein d'optimisme, cela dit. Est-ce que c'est une situation pérenne ? Est-ce que, au contraire, c'est un choix pris dans l'urgence ? Vous retrouvez ici Saint-Etienne-Loire dans 100% Synthé, c'est dans quelques instants. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% Synthé. Un 100% Synthé spécial avec l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne qui, bien évidemment, n'est plus le même. Vous avez suivi la sortie d'Éric Orneland avec ce 1-0 perdu face à Boulogne. Vous n'avez peut-être pas suivi l'arrivée de Philippe Montagnier à l'AS Saint-Etienne. Mais en tout cas, Yvan, lui, nous a écoutés sur cette première partie d'émission. Salut Yvan. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Très bien, la Chapelle d'Aurec. Yvan, vous êtes redescendu de cette défaite face à l'US Boulogne et finalement cette arrivée du nouveau coach qui ne correspond peut-être pas au profil que voulait instaurer Kilmer. Bonne, mauvaise chose pour vous ? Effectivement, ça correspond pas au profil suivant leur le fait d'aller chercher un peu soit des étrangers, soit via la data à tous les domaines. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Rapport qualité-prix, je pense que c'est ce qu'on pouvait avoir de mieux. C'est pas le rapport qualité-prix parce qu'on aurait pu avoir Frank Hayes, mais qui était pour le même prix. Donc moi, je pense que c'est pas mal. C'est un entraîneur qui a du vécu, qui a eu des résultats dans plusieurs clubs, notamment en France, qui est, je pense, qui a pas forcément laissé de mauvaise image derrière lui. Effectivement, il ne correspond pas au profil de Kilmer, mais je pense que Kilmer, en faisant un profil comme Montagnier, s'adapte peut-être enfin au championnat de France, je pense, en prenant quelqu'un qui est rompu aux joutes françaises. Voilà. Maintenant, est-ce que Montagnier va pouvoir avoir la main mise sur le mercato ? Alors là, d'hiver, c'est un peu râpé. Ça, on verra, ouais. Pour le prochain, voilà. Pour après, est-ce qu'il va prolonger au-delà de la fin de saison ? Ça va dépendre aussi des résultats. Ouais. Est-ce qu'il aura, si les résultats sont pas décevants, est-ce qu'il aura la main mise sur le mercato ? Ça serait bien. Voilà, moi, ça me fait penser un peu, je vais faire un parallèle qui va être un peu lointain, mais qui va revenir. Ça me fait penser un peu à Porto, je vous l'avais dit, Porto, ils découvrent des jeunes, mais ils avaient Pépé en titulaire il y a encore 2-3 ans. Là, si vous regardez l'actualité du FC Porto, ils ont recruté Thiago Silva, qui est quand même à 41 ans, un taulier et tout, donc même eux, ils arrivent à sortir des pépites, mais ils prennent aussi des tauliers. Donc dans l'idée, et Porto ça fonctionne, donc dans l'idée, moi je pense que Kilmer doit s'inspirer un peu de ce modèle.
prendre des jeunes, des mecs de la data, oui, mais il faut aussi des tauliers, et Philippe Montagnier peut représenter ça. Merci Yvan pour votre témoignage. On va pouvoir en discuter dans 100% Synthé. À bientôt Yvan. À bientôt messieurs. Au revoir. Salut Yvan. Bonne soirée. Justement Yvan, lui qui prône un retour d'une certaine manière à l'humain et non à la data. Paul, vous y croyez à ce changement-là incarné par Philippe Montagnier ? Non, je n'y crois pas un seul instant qu'Kilmer va faire machine arrière sur la totalité de ce qu'ils essayent de mettre en place depuis 2 ans à l'AS Saint-Etienne. Et après, on n'est pas dupe autour de cette table pour savoir que Philippe Montagnier, c'est pas un choix de Killmer en premier lieu. Un choix de qui alors? Des supporters? C'est Philippe Montagnier, c'est le réseau Jean-François Soucas, c'est le réseau Loïc Perrin, c'est le réseau hexagonal du club de l'AS Saint-Etienne. Je pense pas que Philippe Montagnier était dans les petits papiers, dans les tableaux Excel de Jason Rosenfeld, dans toute franchise. Alors peut-être que je me trompe, probablement qu'à la communication du club on me dira que je me trompe, mais ne soyons pas dupes. En toute franchise, le recrutement de Philippe Montagnier, comme le recrutement d'Olivier Dalloglio il y a 2 ans, est un recrutement qui a été orchestré par la direction française, même si j'aime pas trop dire ça, mais par la direction historique de l'AS Saint-Etienne, représentée par Jean-François Soucas, je le disais, Samuel Rustem et Loïc Perrin. Philippe Montagnier, donc, qui a signé jusqu'à la fin de la saison, et peut-être si remonté il y a en Ligue 1, et si tout va bien sûr, une année supplémentaire, un choix donc dans l'urgence, selon vous également, Jérémy Marlier? Ah bah oui, c'est un choix dans l'urgence, et l'urgence à la base ne doit pas faire partie du projet Killmer, qui est un projet voulu pour le long terme. Sauf qu'avec Eric Orneland, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Donc oui, faisons dans l'urgence. Et l'urgence impose aujourd'hui aux dirigeants stéphanois d'opter pour un profil qui connaît le championnat de France, qui connaît la Ligue 2, qui peut s'adapter aussi à leur philosophie, sur du moyen, sur du long terme. Mais là, on est sur du très très court terme. C'est comme ça d'ailleurs que nous l'a présenté aussi Osfami, l'un des dirigeants stéphanois aujourd'hui en conférence de presse. On est sur une volonté de réaction sur du très très court terme. Il le faut pour ne pas que le projet stéphanois vole en mille éclats cette saison avec une non-remontée en Ligue 1. La direction de Killmer qui, par la voix de ce famille, assume ses responsabilités. En tout cas, ils ont voulu les assumer aujourd'hui en le disant tel quel devant les médias. Mais ouais, le choix de Philippe Montagnier, c'est un choix fait dans l'urgence. Espérons que cette urgence fonctionne à très très court terme. Joyce. Ouais, mais déjà là-dessus, c'est un revirement de la part de Killmer. La saison dernière, l'AS Saint-Etienne en grande difficulté en Ligue 1. Killmer n'a pas eu peur de prendre un illustre inconnu du football français, à savoir Eric Orneland, et continuer de mettre en place sa vision long-termiste du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc déjà, moi, je vois un revirement de la part de Killmer, et même quand on voit les noms annoncés dans le mercato hivernal, on aura l'occasion d'en reparler, mais quand j'entends le Cardinal, je pense pas qu'on soit sur une piste data comme on en a eu par le passé. C'est un joueur qui a aguerri au championnat de France, d'ailleurs plus de Ligue 1. C'est, je trouve, quand même un revirement de la position de Killmer, qui a peut-être compris que, comme le disait le précédent auditeur, que parfois il faut aussi un petit peu d'expérience dans une équipe pour pouvoir encadrer certains jeunes qu'on essaye de développer. Donc je trouve ça bien pour le coup qu'on arrive à apprendre de nos erreurs. Après, est-ce que ça marchera? Seul l'avenir nous le dira. Mais je trouve que quand même il y a un petit revirement de la part de Killmer qui ne s'est pas remis dans la quête d'un coach avec la seule envie de regarder ce qu'il avait fait par le passé au niveau des datas et de la volonté de savoir jouer, mais peut-être aussi un coach qui sait faire remonter des équipes dans l'élite, et surtout un coach qui connaît parfaitement le championnat de France, que ce soit celui de Ligue 2 et celui de Ligue 1. Jérémy, vous voulez rajouter? Non, oui, je le vois pas comme un changement radical de philosophie de la part du groupe Killmer. Je l'interprète plutôt comme on a besoin de quelqu'un dans l'urgence qui puisse remettre notre projet sur les rails pour une remontée en Ligue 1. Philippe Montagnier coche toutes ces cases, et pourquoi pas, par la suite, si montée en Ligue 1 il y a, Philippe Montagnier peut s'adapter aussi au projet Killmer, au projet data, au projet de développement des jeunes, ce qu'il avait réussi à faire en partie à Toulouse lors de sa dernière expérience. Dans tous les cas, 6 mois plus 1 an en option, on est sur une solution très court-termiste. Ça fait pas rêver, effectivement, oui. Eric Orneland, quand il arrive, il signe pas un contrat de 6 mois plus 1 an en option, il signe 4 ans. Donc on est quand même sur une solution vraiment très à court-termiste, et je serais pas surpris, et je souhaite que la Saint-Etienne monte en Ligue 1, que
qu'on cherche rapidement un nouveau coach dès la saison prochaine du côté de Kilmer. C'est vrai que je crois pas trop à la théorie de Kilmer est en train de changer. Je risque de parler de Julien Le Cardinal. Oui, d'accord, Julien Le Cardinal, déjà, il n'a pas encore signé. Et surtout, c'est la seule recrue qui va être dans ce registre-là. Pour le reste, tous ceux qui vont arriver, c'est encore une fois de la data et des prospects de 20 ans sur des mecs dont on n'a jamais trop entendu parler. Eh ben justement, on va en parler de ces rumeurs de mercato. On est à quelques heures de la fin du mercato à l'AS Saint-Etienne et forcément, ça pose question. Julien Le Cardinal, Aboubakar Soumaoro, ce sont des noms qui reviennent. On en parle d'ici quelques instants. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Un mercato qui se poursuit à l'AS Saint-Etienne à 20h, c'est la fin du mercato et donc justement à 18h25 très précisément à vous qui nous écoutez en direct à la radio. Jérémy, on se pose des questions sur ces deux profils que sont Julien Le Cardinal et Aboubakar Soumaoro. Oui, ce sont deux joueurs qui doivent signer normalement d'ici 20h, d'ici la fin de ce mercato hivernal. Deux défenseurs, c'est la priorité de toute façon à l'AS Saint-Etienne avec les blessures de Bernauer, de Lamba, celle de João Ferreira également. On aura l'occasion d'y revenir, cette blessure à peine croyable. Et les deux profils qui doivent rejoindre la Saint-Étienne, le premier c'est Julien Le Cardinal. Il arriverait de Brest en Ligue 1. Très peu utilisé cette saison, 5 matchs en Ligue 1 pour Julien Le Cardinal, défenseur expérimenté, 28 ans, formé dans l'axe d'une défense, mais capable aussi de jouer sur un côté. Le côté droit, ça peut être intéressant. Et puis l'autre profil normalement attendu à Saint-Étienne d'ici ce soir s'appelle Aboubakar Soumaoro, un peu moins connu du grand public. C'est un jeune de 20 ans, passé avant par le Paris FC. Il joue en Allemagne en ce moment à Hambourg en Bundesliga. Enfin, il est à Hambourg, quoi. Mais il a joué aussi que quelques bribes de matchs depuis le début de la saison. Ce serait plutôt un pari pour Soumaoro, plutôt axe gauche, hein, Soumaoro, dans un rôle de concurrence avec Mickaël Nadé, Soumaoro, Le Cardinal. En tout cas, ce sont les deux noms, les deux défenseurs qui doivent rejoindre la SS d'ici ce soir. Et ben justement, on va passer à ce débat, messieurs. Est-ce que ce mercato vous satisfait avec ces profils-là et celui d'Abdoulaye Kanté qui lui a déjà signé sur ce mercato hivernal? Vous avez 40 secondes pour défendre vos points de vue. Qui veut se lancer? Tiens, Jérémy, vous venez de commencer. Non, je viens de parler, honneur à Paul, qui a l'air enthousiaste, j'imagine. Parce que j'ai pas compris. Je dois défendre le mercato, je dois le défendre. Dites-moi ce que je dois faire, je vais improviser. Vous êtes content de ce mercato, Paul? Pour le moment, il n'y a qu'une signature. Allez-y, je vais vous défendre le contre. Allez. Compliqué pour le moment de juger ce mercato de l'AS Saint-Etienne à l'instant où nous parlons, tout simplement parce que la seule signature de Kanté ne suffira pas à guérir tous les maux de cette AS Saint-Etienne qui a trop d'errance défensive pour se satisfaire encore une fois de l'arrivée d'un joueur qui a comme référence une saison chez le 16e de Ligue 2, à savoir 3 l'année dernière, qui a lutté, on le rappelle, pour ne pas descendre en national. Donc voilà, les noms qui sont évoqués, Soumaoro, Le Cardinal, j'attends de voir, on verra si ça signe et on verra si ça signe dans quelles conditions. Rappelez que Soumaoro a passé la moitié de la saison blessé, que Le Cardinal n'a plus joué un match complet depuis le 30 août. Je suis très sceptique, si vous voulez mon avis, mais je ne demande qu'à être surpris par ces deux joueurs. Ah, intéressant, merci Paul pour ce premier éclairage de ce débat. Jérémy, autre son de cloche me semble-t-il, 40 secondes. J'ai pas le choix, il faut que je sois content. Alors c'est ça, pour qu'il y ait un semblant de débat dans ce mercato qui n'est pas encore terminé. C'est ça. Donc je suis ravi, je suis particulièrement enthousiaste, extrêmement enthousiaste par rapport à ces profils de joueurs qui sont frais. On demande de la fraîcheur à l'AS Saint-Etienne. Ce sont des joueurs qui, s'ils signent, Soumaoro, Le Cardinal, n'ont quasiment pas joué de la saison. Si on veut de la fraîcheur, et ben là, on en aura. C'est forcément quelque chose d'incroyable, de génial. Même Kanté, qui n'a pas joué depuis septembre. Là, on est sur un profil de joueur qui sera prêt dès samedi contre Montpellier, qui va tout éclater physiquement. C'est une certitude, Abdoulaye Kanté. Et puis Le Cardinal, c'est quand même un joueur qui a joué la Ligue des Champions. La dernière fois qu'un joueur est venu à Saint-Etienne après avoir disputé la Ligue des Champions, quelle réussite! Pierre Cornu, la saison dernière, qui avait disputé la Ligue des Champions un peu avant avec un club israélien. Donc on a énormément de garanties. Et moi, quand on recrute des défenseurs le dernier jour d'un mercato, je suis forcément ravi parce que la dernière fois, c'était aussi une réussite incroyable. C'était Pavlovic. Et j'ai hâte qu'on soit à nouveau enthousiasmé par un joueur autant qu'on l'a été avec Pavlovic. Vous donnez envie, monsieur Marélier. Vous m'avez demandé d'être satisfait, je suis satisfait. C'est très très bien. Avec un peu d'ironie, mais j'essaie de faire ce que je peux. Je vois que ce débat n'est pas du tout factice, mon cher Joris Sabi. Qu'en pensez-vous, vous? Alors, je vais donner mon point à Paul Rivolier. Je vais expliquer pourquoi. Parce que Jérémy a cité. Non, pas du tout. Jérémy Marié a cité un des derniers joueurs recrutés par la Saint-Etienne qui avait joué à la Ligue des Champions. Il a peut-être oublié Ibrahima Wadji, qui avait joué à la Ligue des Champions et
qui nous a fait remonter en Ligue 1. Donc, s'il y avait eu exceptionnel. Cette citation, Jérémy aurait eu mon point, mais visiblement, il l'a oublié. Du fan club de Wadji était arrivé avant Pavlovic. Ouais, certainement. Oui, oui. Ouais, non, mais d'accord, mais sauf que vous auriez pu le citer quand même. Non, peut-être que je me plante. En plus, vous. Il arrive en Ligue 2. Non, mais attendez, non, parce qu'il avait joué les phases de qualification pour la Ligue des Champions. Il avait pas joué 4 buts en 8 matchs. Il n'avait pas joué la Ligue des Champions. La phase qualificative. S'il vous plaît, Martin, reprenez la main. Attends, Joris Sabi, je vous aime d'amour. Vous savez, vous m'avez manqué terriblement la semaine dernière. Mais on n'a pas parlé d'Ibrahima Wadji pendant 10 jours, pas de Miladinovic pendant 10 jours. On revivait en studio. Vous n'avez pas pu vous retenir plus de 30 minutes. C'est de la faute à Jérémy Maille. Il avait qu'à. J'apprécie le fait que vous me donniez le point, mais quand même. Messieurs, on va reprendre ce débat. Enfin, Joris me donne la victoire dans ce débat. Enfin, j'espère quand même. Comment ça? Moi, franchement, si je dois me prononcer sur le mercato de l'AS Saint-Etienne, les noms qui arrivent ne me font pas rêver. Moi, après, dans un sens, le mercato de l'AS Saint-Etienne me convient entre guillemets, dans le sens où on a su garder encore une fois nos joueurs type Lucas Tassin, Zuriko Davitashvili, qui ont quand même été convoités et que l'AS Saint-Etienne a fermé la porte. Et ça, je trouve que c'est des joueurs qui pour la seconde partie de saison, s'ils se remettent, surtout pour Lucas Tassin, la tête à l'endroit, c'est des joueurs qui vont nous faire beaucoup de bien. Ouais, donc effectivement pas de départ, des arrivées à voir, on verra. Justement, on va en parler de ce secteur défensif à l'AS Saint-Etienne, puisque c'est sur ce secteur-là que recrutent bien sûr les dirigeants du club. Et sur ce volet-là, on a pas mal à en dire, notamment de la blessure de João Ferreira qui a tapé dans un mur de rage. À découvrir dans 100% Synthé. 100% Synthé. Martin Moulier. Un 100% Synthé spécial, entraîneur, mercato. Bon, on va quand même peut-être reparler de ce fait de jeu tout de même qui s'est déroulé face à l'US Boulogne. João Ferreira, qui au terme d'un deuxième carton jaune s'est vu expulsé et a priori selon nos confrères de l'équipe, le quotidien sportif, il aurait tapé dans un mur, Jérémy. Ouais, c'est l'une des dernières informations finalement de ce scénario, de ce vaudeville incroyable qu'on a vécu samedi à Geoffroy Guichard pour la dernière d'Eric Corneland. Un João Ferreira expulsé et qui, d'après nos confrères de l'équipe, donc serait rentré au vestiaire fou furieux et aurait adressé un coup de poing dans un mur, dans une porte, et se serait cassé la main avec plusieurs semaines d'indisponibilité suite à cette blessure, une hospitalisation ce week-end à l'hôpital Nord. Donc, c'est pas drôle, mais c'est quand même marrant un petit peu. Et plusieurs semaines, c'est marrant, c'est surtout très triste, très triste. Malheureusement. C'est surtout très douloureux. Oui, ça fait surtout très mal, j'imagine, de se casser la main comme ça. On lui demande de jouer avec ses pieds. Mais non, mais c'est un épisode encore une fois incroyable. Exceptionnel. Alors qu'on parle dans ces derniers jours de mercato d'une défense de l'AS Saint-Etienne qu'il faut absolument renforcer. Et l'un de ces éléments, après qui n'était peut-être pas le plus sécure et le plus incroyable depuis maintenant de longues semaines, se pète lui aussi. Et ça rajoute plus de nombreuses inconnues pour les prochaines semaines. On va pas rentrer dans les top et flop, mais c'est vrai que João Ferreira, c'est l'un peut-être sinon le pire joueur depuis le début de cette saison, enfin en tout cas la plus grosse déception du mercato. Joris, vous l'avez pas trouvé très justifié ce deuxième carton jaune. Vous êtes peut-être l'un de ceux qui disent que finalement il n'est pas tout seul, Joris. Vous êtes pas plusieurs supporters. Ce qui est sûr, c'est que João Ferreira flingue un petit peu le match avec ce double carton jaune. Je trouve ça pas bien malin quand même d'y aller aussi franco alors qu'on a déjà un carton jaune. Par contre, en vrai, moi, la vision des images, pour moi, il n'y a pas faute. En fait, il y a un gros engagement de la part de João Ferreira. Il prend le ballon. Je veux dire, des tacles comme ça, on en voit quasiment tous les week-ends. Ce qui arrive souvent, c'est que le joueur en face, justement, pour éviter le coup, parce qu'il voit que le défenseur va être le plus prompt sur le ballon, ce qui arrive, d'ailleurs, il dégage le ballon avant le joueur de Boulogne, et le joueur, il saute. Là, le joueur, il saute pas. Alors, je dis pas qu'il est fautif, mais c'est le genre de contact qu'on voit malheureusement très souvent dans le football. Et pour moi, et je vais pas ressortir ce qu'on fait souvent, même si on pourrait le dire, ça en Angleterre, mais c'est même pas, c'est jouer messieurs, il y a rien à voir. Ouais, mais il faut remettre aussi dans le contexte de la rencontre. Enfin, vous étiez en vacances, vous n'avez rien suivi depuis une semaine, de toute façon, Joris Sabi. Donc, c'est ça le contexte de la rencontre. Non, le contexte, c'est que. Mais non, mais on a un joueur, João Ferreira, qui commet une première faute, un premier tacle important, carton jaune. Mais pour moi, c'est une faute professionnelle de se dire tiens, je vais réessayer de faire un tacle. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis à réfléchir
un arbitre devant les bancs, il le devant fait les bancs touche avec mon entraîneur Eric Orneland qui entre quasiment sur la pelouse pour aller prendre des nouvelles du joueur blessé. Ça c'est magnifique. Ça, vous donnez tous les ingrédients à un arbitre pour dire stop, ok, je l'expulse. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est pas bien malin d'avoir fait ce tacle-là. J'ai jamais défendu ce fait-là. Par contre, après voilà, moi je juge juste si on juge la faute en elle-même. Pour moi, je pense que je suis arbitre, mais encore une fois, on n'est pas spécialisé sur l'arbitrage. Je l'ai appris à mes dépens sur le match face à Reims où moi j'étais le premier à dire que pour moi c'était rouge 100 fois pour Gauthier Larsonneur. Depuis, j'ai parlé avec Yvon qui nous appelle de temps en temps, qui lui est arbitre et qui m'a dit que sur cette situation-là, c'était pas une situation de carton rouge. Donc c'est possible que je me trompe, mais là c'est mon pur avis de mec qui côtoie un peu les terrains et tout. Pour moi, là, je suis arbitre ce jour-là, je siffle pas faute sur le deuxième tacle de Joao Ferreira. Mais c'est parce que il en fait des comme ça tous les week-ends. Du coup, ça va être sa carte de visite maintenant. Bah ouais, il n'y a pas faute. Il y a pas faute. Non mais en vrai, il y a faute. En fait, on l'a laissé parler, mais il y a faute tous les jours. Entre gens sérieux, il y a faute tous les jours. Vous inquiétez pas. Pour recentrer un petit peu, parce que c'est vraiment pas forcément le match face à l'US Bologne qui nous importe ici, c'est surtout qu'en fait, Joao Ferreira est peut-être forfait jusqu'à la fin de la saison avec ce mercato qui est très défensif. Le match aussi nous importe, on a l'occasion d'en reparler, mais les conséquences mentales, psychologiques d'un tel désastre sur la pelouse, forcément c'est la situation urgente que va devoir gérer aussi Philippe Montagnier, le nouvel entraîneur, dès ce mardi et dès son premier entraînement. Mais oui, ça rajoute à ce contexte de crise à l'AS Saint-Etienne, d'avoir un latéral qui normalement est censé être titulaire, qui va sans doute manquer plusieurs semaines de compétition. La question aussi maintenant, c'est qui mettre à droite de la défense de l'AS Saint-Etienne. On va peut-être se retrouver avec un Denis Sapia qu'on a mis à la cave et qu'on a annoncé partant depuis des mois. Et peut-être que Denis Sapia va devenir le titulaire à ce poste-là. Mais moi, je vous le signe que Philippe Montagnier il va réhabiliter Denis Sapia et qu'on va se remettre à avoir une défense convenable pour la Ligue 2. Encore une fois, je suis pas en train de dire que Denis Sapia est un joueur Ligue des Champions, mais pour jouer en Ligue 2, c'est largement suffisant et il n'y a pas besoin d'acheter des mecs 4 millions à Watford pour savoir défendre en Ligue 2. Apia donc de retour peut-être à droite. Alors après on s'avance peut-être messieurs parce que c'est vrai que les nouvelles recrues si elles se font qui sont des défenseurs centraux pourraient peut-être on va pas recommencer à faire ça. Une première recrue officialisée d'ailleurs à l'instant même par l'AS Saint-Etienne en ce dernier jour de mercato, on en a parlé. C'est le défenseur Aboubakar Soumaoro qui est officialisé à l'AS Saint-Etienne, un prêt avec option d'achat. Négocié donc par l'ASS avec le club allemand d'Hambourg. Aboubakar Soumaoro qui rejoint donc l'AS Saint-Etienne. Un profil polyvalent, nous dit l'ASS dans la voix de Loïc Perrin, défenseur gaucher capable de jouer dans l'axe, capable de jouer sur le côté gauche également, pourquoi pas également au milieu de terrain, qui va apporter de l'envie et de l'énergie à l'ASS selon les mots de Loïc Perrin. Donc un défenseur polyvalent, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, hein. Bon, c'est l'info qui vient de tomber, messieurs, en débattre, mais ce côté, alors, personnellement, j'ai jamais vu jouer encore Soumaoro, hein, mais si on nous prévient qu'il peut jouer aussi latéral gauche. Non, mais pitié, non, on va arrêter avec ça, Jérémy. Peut-être qu'on peut bricoler aussi. Non, c'est bon, on va arrêter de bricoler, là, c'est bon. Vous m'avez vendu ça pendant des années avec des mecs, oui, machin, il peut dépanner, Bernauer, il peut dépanner au milieu, Bernauer, il peut dépanner dans les buts, Bernauer, il peut dépanner à gauche, Bernauer, il peut dépanner partout. Bernauer, il dépanne nulle part, il est nul. Donc, à un moment donné, voilà, si on veut un latéral gauche, on achète un latéral gauche, on n'achète pas un mec qui est défenseur central. Mais je dis pas que c'est mon avis. Qui a joué 3 fois dans sa vie à gauche. Dans l'optique. C'est bon. Je dis pas que c'est mon avis. Je dis que c'est dans l'idée de la Saint-Etienne. L'idée de la Saint-Etienne de miser sur un joueur polyvalent. C'est peut-être ça qui explique. M'a énervé. Mais c'est pas moi, c'est les mots du communiqué de la Saint-Etienne. Vous allez me vendre Julien Le Cardinal comme un latéral droit potentiel. Je vous connais par cœur. Je suis sûr que ce terme-là sera dans le communiqué. Je pense que Miladinovic peut parfaitement prendre son rôle de latéral gauche. Après, c'est comme vous le sentez. Allez, 100% synthé avec effectivement cette information qui vient de tomber. Donc le fameux Aboubakar Soumaoro qui était pressenti pour. Moi j'ai jamais vu jouer encore une fois. Enfin les gars, vous l'avez déjà vu jouer Aboubakar Soumaoro? Non, j'en ai pas souvenir, mais j'ai entendu parler de lui avec l'équipe de France. Des moins de 20 ans. Merci messieurs. On va peut-être passer à la suite. Bien sûr, on va vous laisser surtout digérer cette information qui, j'ai l'impression, prend une ampleur démesurée. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. L'officialisation d'Aboubakar Soumaoro, on l'a commenté en direct, on va pouvoir y revenir bien sûr. Un gaucher défenseur central à l'AS Saint-Etienne, ça pose question, Jérémy Marillet, notamment sur son poste, puisqu'on nous dit qu'il est polyvalent. Est-ce qu'il va venir du coup parce que sinon ça va gueuler partout dans le studio. Je sais. Mais je peux faire un mea culpa 2 minutes.
Oui, je vous en prie. J'ai dit que Maxime Bernard était nul, je m'excuse, je le pense un peu, ça, je m'excuse pas totalement pour ça, c'est ma vie personnelle, mais j'aurais pas dû le dire, pardon. Maxime, je m'excuse. Voilà, merci mon cher Paul Rivolier. Ne clippez, n'enregistrez pas ça. Franchement, je vous ai vu tous là, vous êtes vraiment des petits coquins. Pour ce qui est de... Si on fait des excuses, est-ce que Joris Savi peut s'excuser de défendre Miladinovic comme ça depuis 6 mois? Non, clairement pas. Quand il va nous donner la montée en fin de saison, vous verrez qu'il sait qu'il le suppliera à genoux devant Cette émission est trop courte pour parler de tous les dossiers de la S5. Miladinovic, oui, c'est bien trop court. Il faudrait que j'écrive un livre. Je vais vous en parler de Soumaoro. Allez, Paul, c'est parti. Soumaoro, international U20, qui arrive à la S Saint-Etienne, prêté avec option d'achat. Nos confrères de Bild en Allemagne parlaient d'une option d'achat autour de 5 millions d'euros. Je trouve ça assez élevé pour un joueur, voilà, pour que les supporters stéphanois comprennent un petit peu quel est le niveau approximatif de ce joueur-là. C'est un joueur qui joue dans les catégories d'âge d'Odot, de Pedro avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est des joueurs stéphanois qui sont régulièrement appelés aussi avec les équipes de France. Donc on peut penser que c'est un joueur qui est dans cette zone de niveau-là, en toute franchise. Je ne m'attends pas à avoir un titulaire en puissance, moi, débarquer du côté de la Saint-Etienne. À mon avis, c'est plus un joueur de complément sur lequel on va encore une fois du côté de Kilmer essayer de capitaliser dans les mois à venir. Mais en complément de qui, Joris ? En complément de ceux qui se sont blessés. Non, mais oui, de toute façon, on avait besoin de défenseurs. Je suis persuadé que si Bernard se blesse pas, si Joao Ferreira, c'est quand même très récent, mais je pense que c'est quand même des pistes qu'on a activées, justement. Des pistes qu'on active comme ça, un dernier jour de mercato, généralement, c'est pour pallier une urgence, des absences un petit peu récentes. Je pense que c'est dans ce sens-là. Après, si c'est un joueur qui est quand même sélectionné en équipe de France jeune, on parlait de Dodot, on peut même citer des Nguessan et tout, c'est quand même des joueurs qui sont très prometteurs. Après voilà, les équipes de France jeunes, c'est fait pour ça, les joueurs très prometteurs, ceux qui franchissent après derrière les rangs des équipes de France espoir, voire même des équipes de France A, et c'est ceux qui ont su faire leur place justement au-delà de ces équipes de France jeunes, parce que des joueurs qui sont passés par les équipes de France jeunes à la S Saint-Etienne, on en a eu énormément, et qui ont franchi et qui ont eu une vraie carrière derrière, c'est pas tout le temps le cas. Donc, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pas n'importe qui non plus qui débarque, c'est un joueur, je pense, qui aura du temps de jeu en Ligue 2. Maintenant, à lui de prouver qu'il a le niveau justement de ce championnat-là. Jérémy. Oui, la question c'est de voir quel rôle il aura peut-être à moyen terme, parce qu'il arrive blessé ou il sort de blessure. Aboubakar Soumaoro, donc il sera pas prêt tout de suite, ça c'est une certitude, mais c'est un gaucher, donc axe gauche. Est-ce qu'on l'imagine dans les rangs de la SS devant Michael Nadé dans la hiérarchie? Michael Nadé indéboulonnable depuis le début de la saison. Est-ce qu'on l'imagine en complément de Michael Nadé? Mais s'il y a une option d'achat, à un moment donné, il va bien falloir qu'on le fasse jouer. On va pas lever l'option d'achat pour un gars qu'on n'aura jamais fait jouer depuis le début de la saison. Donc c'est ça qui m'interroge. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais voilà, ça interroge. Un joueur de complément, un jeune joueur censé venir devant Michael Nadé. Mais c'est bien. J'en ai pas la moindre idée pour l'instant. En vrai, je trouve ça bien que la Saint-Etienne fasse ces profils-là. Pendant très longtemps, faute de moyens, les Verts ne sont pas trop penchés sur ces joueurs-là à fort potentiel. Malheureusement, il y a souvent du déchet dans ces recrutements-là. Il y a très peu de joueurs qui explosent au top niveau. Et on le voit d'ailleurs avec les profils que Kilmer a allé chercher. Mais par contre, je ne veux pas critiquer la Saint-Etienne d'essayer de faire ces mecs-là, parce que le jour où vous prospectez le bon, vous avez complètement tout gagné. Donc en vrai, je suis quand même content que le club fasse ce genre de mec en toute franchise. C'est un pari qui n'entre pas forcément dans un cadre d'urgence, comme celui qu'il y a aujourd'hui pour la défense. 13 matchs, je crois, je lisais, de Ligue 2 pour Soumaoro. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, la saison dernière avec le Paris FC. Donc c'est light. Voilà, mais c'est dans le même registre que les Pedro et compagnie. Voilà, il faudra s'attendre à un joueur un peu dans ce profil-là. Mais c'est un recrutement qui est donc fait sur data. Comment on peut savoir le potentiel de ce joueur qui a joué 13 matchs? J'en ai aucune idée. Ouais. C'est un joueur qui a été vu. Ça vous fait pas peur, ça? Sur des jeunes joueurs, vous savez, la data n'existait pas il y a 20 ans, et il y a des mecs qui ont été capables d'aller vous chercher des Giroud, des mecs comme ça, sans voir les mecs avec la data. Donc j'ai dit Giroud parce que j'ai une histoire incroyable un jour qu'on fera raconter avec le partenariat entre la Saint-Etienne et Grenoble. Mais voilà, il y a 20 ans, on recrutait pas les joueurs sur la data, et ça empêchait pas les mecs de choper des bons joueurs. Donc la titularisation, j'allais dire la recrue, Aboubakar Soumaoro, donc qui a signé à l'instant, communiqué par l'AS Saint-Etienne. Julien Le Cardinal, peut-être, affaire à suivre. Semblablement, il reste un peu plus d'une heure. Un peu plus d'une heure. On va continuer à les vivre ensemble sur votre radio ici Saint-Etienne Loire dans 100% Sainté. On marque une courte pause. À tout de suite.
Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé qui se termine dans quelques minutes. Le mercato, lui, pourra vivre encore une heure après cela. Jérémy, c'est vrai qu'il y a des arrivées, et notamment celle d'Aboubacar Soumaoro. Des rumeurs de départ aussi, un certain Pierre-Écois. Oui, il paraît qu'il est toujours à Saint-Étienne, Pierre-Écois. C'est bien ça. Effectivement, le dossier revient dans l'actualité pour ce dernier jour de mercato hivernal. La question a été posée lors de la présentation de Philippe Montagnier aujourd'hui à l'ETRA, la question posée à Eusfamil, l'un des dirigeants stéphanois, posée par Judicaël Bissardon, notre confrère du Progrès. Savoir ce que donnait Pierre-Écois, si dans ce mercato il y avait quelque chose qui se passait, quelle était sa situation. Eusfamil n'a pas du tout répondu sur la situation de Pierre-Écois, on ne sait pas s'il est en arrêt maladie, on ne sait pas s'il est... on ne sait rien, à part qu'il est toujours visiblement salarié de l'AS Saint-Etienne, c'est la seule chose que nous a dit Eusfamil. Mais on apprend aussi via des médias anglais que... 50 minutes après la déclaration. Voilà, que Eusfamil. Que Pierre-Écois... Eusfamil va être transféré. C'est ça, c'est ça que vous nous annoncez, Jérémy Marie. Mais Eusfamil... Je reprends. Que Pierre-Écois intéresserait un club anglais de 2e division de Championship, Watford, qui aurait fait une offre de prêt à l'AS Saint-Etienne. Donc, je tombe un peu des nues en lisant ça, moi, Watford, personnellement. D'où vient João Ferreira. Ah, effectivement. Vous voyez les petits arrangements entre amis, hein. Mais voilà, donc... Pierre-Écois, donc en tout cas, est toujours un salarié de l'AS Saint-Etienne à l'instant T. Et Pierre-Écois intéresserait des clubs anglais. Bravo à eux. Mais des clubs anglais de Championship. Lui qui voulait visiblement jouer la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, jouer dans l'élite du football. C'est pour ça qu'il ne veut pas jouer à l'AS Saint-Etienne, parce que l'AS Saint-Etienne est en Ligue 2. Mais aller en 2e division anglaise, peut-être que ça l'intéresserait. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'actu avec la fin du mercato, le départ de Eric Orneland, l'arrivée de Philippe Montagnier et cette dérouillée 1-0 face à Boulogne. On a rajouté un petit dossier Pierre-Écois par-dessus, Paul. Bah ouais, mais bon, d'un autre côté, la Saint-Etienne n'est pas hyper claire sur le dossier Pierre-Écois depuis le mois de juillet. Donc c'est une actu qui s'est greffée là. Parce que pour une fois, on a l'opportunité d'avoir un dirigeant de Kilmer face à nous. Et donc, quand on a l'opportunité d'avoir un dirigeant de Kilmer face à nous, on pose les questions qu'on a envie de poser depuis 6 mois. Alors, il n'y a pas totalement répondu, Eusfamil, mais on se rajoute des choses parce que finalement, les interactions médiatiques avec Kilmer ne sont que très rares. C'est d'ailleurs, je crois, la seule prise de parole de Eusfamil ou d'un dirigeant de Kilmer depuis la nomination d'Eric Orneland en décembre 2024. J'ai pas souvenir d'avoir eu d'autres interactions médias avec les dirigeants de Kilmer depuis. Donc forcément, on pose ces questions-là. Et le sujet Pierre-Écois est revenu sur la table, c'est normal. Joris, le sujet Pierre-Écois qui pourrait prendre de l'ampleur, s'il prend l'ampleur. Mais en fait, au début, c'est vrai qu'on parlait peut-être de recruter d'ailleurs un milieu. C'est le cas, c'est fait. Avec Abdoulaye Kanté. Ah oui, Abdoulaye Kanté. J'allais l'oublier. Non, je l'ai vraiment oublié. Je suis désolé. Vous l'avez confondu avec N'Golo Kanté. Vous nous avez fait la blague vendredi. Merci Paul Rivolier de me rappeler cette émission. Moi, j'aime bien vous rappeler vos grands moments dans cette émission. Écoutez, voilà. À vous de voir. Chacun les faiblesses qu'on a. Non, c'est vrai, quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission, messieurs. Pas de nouvelles concernant les potentielles arrivées à l'AS Saint-Etienne, Joris. Le Cardinal, ça devrait le faire, selon plusieurs sources, c'est signé, donc ça va arriver. Et après, à voir, moi je suis assez d'accord avec vous, Martin, que si on devait accueillir une dernière recrue, pour moi ce serait peut-être au milieu de terrain. On a quand même Mahmoud Jaber qui est blessé. Pierre-Écois qui reviendra de toute façon pas jouer cette saison avec l'AS Saint-Etienne. Je trouve que dans ce secteur de jeu, ça peut être intéressant. C'est alors toujours pareil, les profils du mercato hivernal. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. C'est quand même une petite preuve. Des fois, on se dit on recrute pas au mercato hivernal. On voit ce qu'on peut faire au mercato hivernal. Le Cardinal qui n'a quasiment pas joué cette saison. Soumaoro, c'est un peu pareil. C'est des paris. Donc voilà. Mais s'il y a une petite opportunité au milieu de terrain et qu'il s'avère que c'est un joueur qui peut apporter, moi, je suis plutôt pour. Plutôt pour donc ce mercato-là. Parce que devant, je trouve qu'on est maintenant fourni. Et si derrière le Cardinal est recruté aussi, pour moi derrière ça sera bon aussi. Paul. Puis en plus Miladinovic est un peu juste. Vous l'avez pas dit dans votre explication. J'ai beaucoup aimé en tout cas Miladinovic qui est intervenu face à João Ferreira qui râlait après son carton rouge. On sent l'âme d'un capitaine comme je parlais tout à l'heure. Et je pense qu'il faudrait peut-être y penser avec. Est-ce que vous lui avez acheté des crampons parce qu'il a beaucoup glissé samedi. J'ai peur qu'il ait plus de crampons en fait.
vous lui avez. Je pourrais voir avec lui, ouais. Surtout peur qu'il n'ait pas le niveau, Joris, plus que les crampons. Je me rappelle ce but face à Reims encore. Ouais, ce but face à Reims, qui excuse tout, bien sûr, Joris Sabi. Cette victoire 3-2 qui risque de compter en fin de saison. On en reparlera, on fera les comptes. Bien sûr. C'est la fin de cette émission 100% synthé. On a parlé mercato, on a parlé Pierre Écois, on a parlé du nouvel entraîneur Philippe Montagnier. Écoutez, qu'est-ce que ça nous réserve tout ça pour la fin de cette semaine et surtout la reprise du championnat, 22e journée de Ligue 2 face au Montpellier HSC. Messieurs, on sera tous là pour en parler ce vendredi ? Non ? Oui ? Si vous nous invitez, je sais pas. Vous êtes tous invités. C'est vrai ? Ouais. Et puis après, pizza chez moi. Ok. Ça, on est chaud. Il fallait commencer par là. 100% synthé, merci à vous de nous avoir suivis sur YouTube et à la radio, ici Saint-Étienne-Loire. Merci et à la semaine prochaine pour votre prochaine émission filmée.